3, 2, 1, 0. Vous êtes dans une tranche 100% Europe. You hear us, we hear you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les trois questions. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. On retrouve Clémentine Delis. Bonjour, donc nous sommes en direct du Parlement européen. Nous recevons aujourd'hui Madame Frédérique Ries, une de nos 22 eurodéputés belges et l'une de nos 8 eurodéputés. Madame Ries, bonjour. Bonjour. Alors Madame Ries, après votre carrière de journaliste sur RTL, vous êtes entrée en politique et vous avez notamment été secrétaire d'État aux Affaires étrangères et européennes en 2004. Vous êtes membre du Parlement européen dans l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe depuis 1999 et faites actuellement partie des commissions de l'environnement, santé publique et sécurité alimentaire et de la commission pour les droits des femmes et de l'égalité des genres. Aujourd'hui, je vais vous poser mes trois questions qui visent à éclairer nos auditeurs sur les activités du Parlement. Que s'y est-il passé ce mois-ci? Quelles décisions ou débats constituent une avancée dans un sujet qui touche directement la vie des citoyens de l'Europe? Comment se sont déroulées les discussions sur ces matières? Mais encore, puisque l'on s'adresse aussi à des jeunes, que préconisez-vous pour leur avenir au sein de l'Union? Alors, Madame Ries, pourriez-vous nous expliquer quel débat a le plus avancé selon vous ces dernières semaines au Parlement et qui aura un impact concret et direct sur la vie des Européens? C'est difficile d'en choisir un parce que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ce qu'on fait, même si les gens n'en sont pas toujours très conscients, différemment selon les pays, certains pays sont plus conscientisés, d'autres moins, tout ce qu'on fait touche tout à fait pratiquement et ponctuellement le quotidien des gens. On le répète, mais il faut le répéter, que 70% des législations dans chaque État membre, elles sont entièrement fabriquées au niveau des institutions européennes et puis simplement transposées. Donc tout ce qu'on fait, quelque part, modifie, alors de façon parfois diversement appréciée, mais c'est quand même essentiel de le rappeler, qu'on a une valeur ajoutée dans le quotidien des gens. On avance sur beaucoup de choses, on freine sur beaucoup de choses, parfois aussi au Parlement européen. J'ai envie de dire que pour le moment, c'est pas tout à fait ma matière, mais elle impacte vraiment sur le quotidien du demi-milliard d'Européennes et d'Européens. C'est le budget qui nous préoccupe, le budget de l'Union européenne. Alors c'est vrai que quand on parle d'autant de milliards d'euros, ça paraît un petit peu extérieur aux gens et qu'on a du mal à leur expliquer à quel point c'est important. Mais pour faire simple, on est pour le moment dans une position de blocage. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'on a avancé, mais en même temps, on met la pression. Mettre la pression, c'est aussi espérer avancer dans une solution. On est dans une position de blocage entre le Conseil, les gouvernements et le Parlement européen qui, muni des nouveaux pouvoirs et de la nouvelle pression que lui offrent les moyens du traité de Lisbonne, n'a pas accepté la proposition de budget. En gros, on n'accepte pas de continuer à construire et à faire plus d'Europe et surtout mieux d'Europe avec de moins en moins de moyens. En gros, c'est ça l'explication. Et surtout, on veut avoir notre mot à dire sur la façon dont on va aller trouver ces moyens. Ça s'appelle les ressources propres. On ne peut pas continuer éternellement à financer l'Europe de la façon dont on le fait pour le moment avec des dotations des États membres. Donc là, on est dans un clash avec les gouvernements et on espère en sortir. Il y a un conseil extraordinaire qui est prévu à la fin du mois de décembre. Mais c'est une façon pour nous d'avancer parce qu'on met la pression. Sinon, dans les dossiers qui sont sur la table, j'ai envie d'évoquer ceux qui me concernent au plus près dans ma commission santé et environnement. Parce que là, c'est aussi une pression. Comme quoi, je vous le dis, les pressions, elles aboutissent finalement qu'on met au sein du Parlement depuis que je suis là. Moi, je la connais depuis que je suis là. En tout cas, en 2004, on l'a mis clairement et de résolution en résolution, interdire les substances qui sont toxiques et nocives, même quand on n'a pas encore 100% des preuves, quand elles sont toxiques pour les citoyens, les Européennes, les Européens. Et je veux parler du bisphénol A, cette substance que l'on trouve notamment dans les biberons, dans les baby bottles, et qui fait parler et couler de langue depuis des années avec de nouveau, c'est toujours la question de l'indépendance de l'expertise scientifique, des experts qui vont vous dire non, il n'y a pas de danger. Et c'est pour ça que l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, avait dit bon, on va attendre. C'est souvent ce que nous disent les experts, on va attendre. Et puis d'autres, toute une série d'études de plus en plus accumulées qui nous disent non, attention, il y a inquiétude, il y a danger. La Commission, mais avec la pression qu'a mise depuis des années le Parlement de résolution en résolution, vient de décider d'interdire, ce sera à partir du mois de mars, je pense, cette substance-là. Et puis peut-être, je vous vois un petit peu presser la cadence là, d'un petit regard extérieur. J'ai envie de vous parler tellement de choses, mais une des autres questions sur lesquelles j'ai vraiment été impliquée, j'ai beaucoup bataillé entre guillemets, c'est la question de la durée et du financement du congé de maternité. Alors ça fait aussi plus de 2 ans que la Commission a fait sa proposition, 18 semaines, donc un allongement de la directive européenne du seuil de durée de congé de maternité à 18 semaines. Avec si possible un remboursement à 100%, un financement à 100%.
Et donc le Parlement, après plus de 2 années de discussion, de renvoi en commission des femmes, en expertise, en audit qui est demandé sur les chiffres qui doivent être vérifiés, sur l'impact surtout qu'aurait notre décision, quelle qu'elle soit, sur les femmes dans leur milieu professionnel, on veut être sûr que ça leur bénéficie. Et ça a été vraiment une grosse controverse. On a voté, non pas à la dernière session, mais celle d'avant, celle du mois d'octobre, et le Parlement européen a tranché, mais c'est une procédure qui suit son cours, elle n'est pas finie, elle n'est pas tranchée, pour 20 semaines. Et là, moi, j'ai pas été d'accord, j'ai pas été du côté de la majorité, parce que de nouveau, pour faire courte, une histoire très longue et une controverse qui continue, j'estime qu'à un moment donné, on doit être très prudent et qu'à force de vouloir faire trop, vous savez, c'est le mieux et l'ennemi du bien parfois, et qu'à force de trop protéger, entre guillemets, les femmes, on risque d'avoir le boomerang qui va leur revenir en pleine figure, c'est-à-dire qu'il faut veiller aussi à garantir les bonnes conditions de leur retour au travail après ces éventuelles 20 semaines. Et dans le monde professionnel actuel, et pour avoir rencontré toutes les parties concernées, vous avez beaucoup d'employeurs, la majorité, l'immense majorité, et pas seulement les grosses boîtes, les PME, ce qui fait vraiment le tissu vivant de l'emploi en Europe, qui vous disent « no way, c'est pas possible, on ne peut pas, c'est pas possible dans nos pays ». Oui, il y a des pays qui sont prêts à le faire parce qu'ils sont de façon culturelle organisés de cette façon-là depuis des années, si pas des dizaines d'années. Mais harmoniser une mesure telle qu'elle au niveau de l'Europe, je trouve que c'est aller trop loin et qu'in fine, ça va pénaliser celles qu'on est censé protéger, c'est-à-dire les femmes. D'accord. Et donc, sur un de ces sujets que vous venez d'aborder, est-ce que vous pourriez expliquer quels sont les différents clivages qu'il y a pu avoir entre certaines formations politiques au sein du gouvernement, et aussi, si ce n'est pas des clivages entre formations politiques, peut-être aussi au niveau géographique? Ah oui. Je saisis le sens de votre... Oui, bonne question. Sur les exemples que j'ai cités, comme peut-être sur d'autres où c'était encore plus relevant, on parle un peu franglais ici, on est un peu dans le mélange, on devient un peu hybride à force, une sorte de drôle d'animal politique. C'est vrai que les clivages, vous avez le clivage naturel. Les gens pensent en général que c'est comme dans un pays où il y a un gouvernement. On n'a pas de gouvernement ici. La Commission est une sorte de... C'est un exécutif, c'est pas un gouvernement, on n'a pas de majorité. Les majorités se construisent sur chaque objet législatif, sur chaque résolution, sur chaque texte. On doit construire et chercher la majorité. Donc le cliché facile, c'est de se dire c'est la droite contre la gauche. La droite opposée à la gauche, plus ou moins. Alors reste à voir qui est à droite, qui est à gauche. C'est encore... Il y a toute une série de textes, de résolutions et de directives où c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Je dirais pour résumer, vous savez, parce que vraiment, je dirais que de plus en plus, on cherche des majorités qui parfois paraissent, des coalitions qui paraissent parfois un peu, certains diront contre nature ou exotiques ou curieuses. Ce serait trop facile de penser que, par exemple, j'ai cité l'environnement, ce serait systématiquement la gauche avec les Verts, donc les progressistes, dits progressistes, qui seraient du côté des ambitieux, et la droite qui serait du côté de la réaction, du freinage et de la protection des intérêts acquis et de l'industrie en général. Vous avez des ambitieux chez les conservateurs, chez les libéraux, vous avez des gens qui, bien entendu, défendent l'entreprise européenne, parce que c'est quand même l'entreprise, jusqu'à preuve du contraire, qui construit les emplois et qui construit la solidarité. Et vous avez des ambitieux, mais vous avez aussi des réactionnaires du côté de la gauche, des gens qui freinent, parfois au nom de l'emploi, mais mal compris. Donc ce clivage-là, il se modifie, je dirais, il mute de résolution en résolution, de texte en texte. Sur le congé de maternité, par exemple. Et ça, c'est une chose que j'ai dénoncée. C'était très curieux de voir cette soi-disant, côte, guillemets, victoire du progrès, on dirait de la gauche. Elle a été emmenée avec une partie de la gauche, effectivement, qui pense et qui a dit avoir engrangé et obtenu une victoire pour les femmes. Je vous ai dit pourquoi je trouvais que c'était critiquable comme option. Il n'aurait pas eu la majorité sans le renfort des plus conservateurs de la droite conservatrice. Donc, ceux qui prétendent vouloir protéger les conditions de retour au travail des femmes se retrouvent avec ceux qui entendent bien sûr garder les femmes à la maison. Il y a quelque chose d'un peu curieux dans cette coalition tout de même et qui pose question, qui devrait en tout cas poser question à ceux de la gauche qui ont voté dans ce sens-là, à mon sens. Moi en tout cas, ça me pose question sur les motifs des uns et des autres. Je n'ai pas parlé de la méga directive produits chimiques REACH parce qu'elle est plus ancienne. Vous m'avez parlé des avancées sur les dernières semaines. Mais là par exemple, et j'en viens au clivage géographique, on a beaucoup constaté, il y avait un clivage naturel, gauche-droite, et puis il y avait surtout là un clivage très géographique et je dirais monogéographique dans ce sens que vous aviez l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que le gros de l'industrie chimique est allemand en Europe et que vous aviez beaucoup les grosses boîtes comme, je citais Bayer et d'autres, c'est pas la seule, mais qui ont beaucoup, et là tout d'un coup, vous savez, l'Allemagne
c'est une grosse division au Parlement européen. C'était à l'époque 99 députés. C'est beaucoup. C'est eux qui sont les plus nombreux, jusqu'à preuve d'une prochaine adhésion. Et donc, on a constaté que dans la délégation allemande, on n'a pas réagi en droite ou en gauche ou en vert ou en commune, on a réagi en allemand, et que ça a été plus ou moins le même vote, la même attitude de protection des intérêts de l'industrie chimique allemande, de la gauche à la droite de l'hémicycle. Donc c'est vrai qu'il y a parfois, je parle de ça parce que ça c'est vraiment une méga législation sur laquelle on a travaillé plus de 5 ans, qui a concerné 10 commissions, qui est un énorme travail et qui a abouti, j'en suis convaincue, à une meilleure protection des citoyens d'Europe par rapport à toutes ces milliers de substances chimiques parfois encore mal connues. Mais il y a d'autres exemples, c'est vrai, où de façon peut-être un peu moins, c'est pas un pays, c'est parfois aussi des clivages de mentalité, dans le fond, d'évolution. Je parlais du congé de maternité. On constate aussi que beaucoup de clivage a été ceux des États membres qui ont déjà beaucoup avancé sur la question. C'est les États nordiques qui ont des législations, mais qui correspondent à une évolution historique, culturelle, des genres aussi, de libération et d'affirmation de la femme dans le monde du travail, et qui donc sont différents de nous depuis des dizaines d'années. Et donc on a constaté que tous ces pays-là, culturellement, ont voté très différemment des pays du Sud. Donc, et parfois vous avez ces clivages qui se superposent et qui font, comme je vous le disais, des coalitions parfois un peu curieuses à analyser. Vous êtes dans une tranche 100% Europe. 100% Europe. Europez-vous. Les trois questions. Et j'ai une dernière question alors qui concerne les jeunes. Sur quelle matière, vous particulièrement, vous souhaiteriez voir le Parlement avancer pour améliorer l'avenir des jeunes Européens ? Mais moi, j'ai travaillé là-dessus. Vous allez me dire, c'est un peu fini au niveau des institutions. Le bébé est délivré, comme on dit en anglais. Je parle d'Erasmus. Erasmus, c'est vraiment, et j'aime bien d'en parler parce qu'on parle souvent de ce qui ne fonctionne pas en Europe, et la presse est là pour ça. C'est sûrement pas moi qui vais dire le contraire. Mais on oublie parfois un peu de dire et d'expliquer et de souligner ce qui marche bien. Erasmus, c'est une vraie success story, c'est une vraie proposition win-win. On a lancé ça bien avant que j'arrive, en 87. Donc tout le monde connaît Erasmus, tout le monde a vu l'auberge espagnole, je crois, et tout le monde a un enfant, un frère, bientôt un père, enfin pas encore tout à fait, je crois, un jeune papa, une jeune maman qui a fait sa bourse Erasmus. Donc c'est l'occasion pour un jeune d'aller parfaire son expérience d'études, son bagage universitaire, ses langues, sa culture, d'aller se frotter à une autre culture en Europe. C'est pour moi la meilleure façon de construire l'Europe de demain. C'est-à-dire les citoyens européens de demain, c'est d'aller les frotter à une autre réalité en Europe. Donc ils sont 2,5 millions, je pense, depuis 87 à avoir eu la chance de bénéficier d'une bourse Erasmus. Je trouve que c'est énorme en même temps. C'est 200 000 par an maintenant. On était quelques milliers au début. Enfin, ils étaient 3 000, je crois seulement. Donc c'est vraiment une belle histoire, je trouve, mais qui est un peu inaboutie dans le sens où je trouve que la bourse Erasmus n'est pas assez financée. Moi je rejoins les critiques de ceux qui disent c'est un peu élitiste. Il faut déjà en avoir les moyens pour pouvoir en profiter parce que la bourse n'est pas suffisante. Ça veut dire que les familles doivent combler et combler beaucoup. Vous savez, c'est pas beaucoup une bourse Erasmus. Ça permet pas de vivre, d'étudier, de manger et d'exister pendant 3 mois ou un peu plus, un quadrimestre, un trimestre. Dans un autre pays. Mais quand je vous disais, c'est pas tout à fait de notre responsabilité non plus. Moi, je pense que j'aimerais que le Parlement se ressaisisse de la question pour mieux travailler, parce que ça se fait bien évidemment en collaboration, en coordination avec les autorités nationales, les États membres, sinon même les entités fédérées. On sait bien qu'en Belgique, par exemple, la question de l'enseignement, elle est communautarisée. Donc, par exemple, chez nous, ce serait la communauté française avec laquelle, moi, je voudrais que les communautés, les États, quand c'est des questions qui ne sont pas régionalisées, communautarisés, se saisissent et fonctionnent mieux pour permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens, c'est-à-dire pouvoir tordre le cou à cette critique qui est je trouve, fondée et qui revient en boomerang au Parlement. Erasmus, c'est un peu l'élite qui se donne les moyens d'aller parfaire sa formation élitiste. Et je trouve que c'est une critique exagérée, mais elle est un peu fondée. Donc c'est en ce sens-là que je trouve qu'il faut... nous avons créé un bébé magnifique, mais il faut parfaire le travail. Merci en tout cas. Eh bien, voilà, je n'ai plus qu'à vous remercier, Madame Ries, d'avoir été avec nous et répondu à nos questions. Nous étions donc en direct du Parlement européen à Bruxelles pour donner la parole à un eurodéputé. Au revoir. Au revoir.